Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h47, Sud Radio vous explique. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau. Je l'ai ramassée de la pointe de mon épée et je la pose sur ma tête. Voilà, c'est le Napoléon, le film événement de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Alors quel regard des Français sur l'ancien empereur? Et que pensez-vous de ce film de Ridley Scott à l'affiche donc depuis mercredi? Nous en parlons ce matin avec François Cros, qui est directeur du pôle politique actualité de l'IFOP, avec un sondage. Bonjour François Cros. Bonjour. Et David Chantrane, qui est historien, spécialiste de Napoléon, qui est avec nous et qui va nous parler de Napoléon et bien sûr aussi de la vision de Napoléon à travers ce film. Bonjour David Chantrane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant cela, que nous dit François Cros, l'enquête que vous avez réalisée? Alors c'est une enquête qui est assez intéressante. Je pense que ça va intéresser aussi David Chantrane parce que vous faites un comparatif avec une enquête qui avait été menée par l'IFOP en 69 auprès des Français pour connaître leur opinion sur Napoléon et ses réalisations. Alors en détail, ça donne quoi, François Cros? Ça donne une opinion publique qu'un regard toujours beaucoup plus positif que ce qu'on peut croire en écoutant une partie en fait du discours médiatique sur Napoléon Ier, qui à chaque anniversaire a tendance à réduire un petit peu son action à le rétablissement de l'esclavage, un code civil extrêmement misogyne ou d'autres mesures extrêmement contestables. C'est-à-dire que le noircissement du tableau et du bilan de Napoléon qui est opéré depuis plusieurs dizaines d'années n'a pas l'air d'imprimer trop chez les Français, puisque quand on compare les résultats de cette année à ceux qu'on avait mesurés il y a plus de 50 ans, vous savez, l'IFOP est un vieil institut, finalement l'opinion reste relativement stable sur les sujets et reste toujours plutôt bienveillante à l'égard. Alors, et très concrètement, ce qui ressort de cette enquête, c'est par exemple, pour les Français, les meilleures réalisations, c'est le code civil ou le code Napoléon, 40%, c'était 34%. La création ensuite de lycées et d'écoles, la progression de l'enseignement, des réformes, des lois en général. Alors là, ça a un peu régressé tout de même. Et puis, il a remporté des victoires, il a agrandi le territoire français, il a rendu la France plus important à 12%, les lois sociales également, la réforme administrative. Voilà, et il y a quand même 20% sur la guerre, sur son activité guerrière et ses conquêtes, François Cros. Là, ça a un petit peu évolué. Surtout l'administrateur, notamment celui qui a créé par exemple le lycée, le code civil, et qui a ancré dans le marbre les acquis institutionnels et administratifs de la Révolution française. Qui reste ancré dans l'esprit. Donc tout le discours, je dirais, d'une certaine gauche radicale, qui met sur la face la plus sombre, on va dire, et la plus critique aux yeux d'aujourd'hui du bilan de Napoléon, reste pour l'instant avec un écho encore limité. Oui, merci François Cros, restez avec nous. On verra aussi les personnalités politiques qui ressembleraient le plus à Napoléon Ier dans un instant. David Chantrane, que vous inspire, on va voir le film dans un instant, mais ces résultats de sondage sur l'image de Napoléon aujourd'hui? Ils sont à l'image de ce que Napoléon nous a laissé. Nous sommes à la fois les héritiers et les dépositaires de cette période. De la période, je dis bien, parce que c'est pas uniquement que le personnage. Oui. Il faut se rappeler qu'on est juste après la Révolution, qu'il y a tout à reconstruire, et avec des femmes et des hommes de cette époque, ils ont fait effectivement 240 réformes. Vous avez parlé du Code civil, mais nous sommes vraiment dans le quotidien napoléonien encore aujourd'hui. L'éducation, c'est l'élément majeur, fondateur de cette période. Le Code civil, ça veut dire que tous les citoyens, quels qu'ils soient, sont égaux devant la loi. Ça veut dire que le juge n'est pas uniquement, selon son bon vouloir, à décider de telle ou telle chose. Et de la même manière, la numérotation des rues, les préfets, bien évidemment la Légion d'honneur, et puis surtout des choses quotidiennes, c'est-à-dire le cadastre, ça veut dire qu'on organise notre propriété telle qu'on l'entend. Et puis surtout, il y a les prud'hommes, ça veut dire que socialement, Napoléon, il était aussi un produit à la fois de l'Ancien Régime pour l'organisation et l'ordre, mais aussi un enfant de la Révolution et des Lumières. Et c'est ça que les Français aujourd'hui dans ce sondage veulent rappeler, c'est-à-dire que malgré les polémiques, finalement, c'était une période où la France était en tête, c'était une période où la France se réformait, ce qui est quand même très difficile encore aujourd'hui, et surtout qu'elle était à la tête des choses, c'est-à-dire que on avait une administration, un artisanat qui était à la pointe du progrès, et à l'époque,
il y avait aussi des contre-pouvoirs, alors qu'on dit toujours Napoléon comme dictateur, il y avait des contre-pouvoirs, il n'y avait pas 2 chambres à l'époque, il y en avait 3. Il y avait le corps législatif, un peu notre Assemblée nationale, il y avait le Sénat, et il y avait le tribunat. Et d'ailleurs, Napoléon, en 1814, il perd le pouvoir parce qu'on lui retire. Alors pour un dictateur, être retiré du pouvoir, il faut quand même rappeler que c'était autre chose que ce qu'on imagine dans la dictature d'aujourd'hui. Oui. David Chantrane, alors un mot sur le film, j'imagine que vous l'avez vu. Comment vous le considérez? Certains disent que c'est un film anti-français puis qu'il est caricatural. Alors, le cinéma de manière générale, il a besoin de faire des ellipses, de faire des rapprochements, de faire des synthèses et d'aller un peu vite parfois. Alors c'est sûr que c'est pas un cours d'histoire, que c'est évidemment pas de la pédagogie, ça on en est loin. En revanche, c'est un grand spectacle. Deuxièmement, on est dans l'intimité de Napoléon, ce que n'importe quel réalisateur avait tenté de faire, mais que Ridley Scott parvient. Et puis surtout, ça veut dire que Napoléon, quand même personnage central de notre histoire, il est sur les affiches des écrans du monde entier. Si Ridley Scott s'était dit, tiens, je vais faire pour la période, je vais faire, je sais pas moi, Wellington par exemple, qu'est-ce qu'on aurait dit en France? Pour lui, il y a une fascination pour Napoléon. Je dis pas qu'il aime Napoléon, il est fasciné. Et cette fascination, même le général de Gaulle à l'époque de 69, vous disiez 69, c'était le moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon. Le général de Gaulle avait dit à Malraux, alors qu'il n'était pas du tout admiratif, il avait dit « Ne négocions pas la grandeur ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui. Et sur le film, vous avez dit évidemment qu'il s'attache, Ridley Scott, à des effets et la vie personnelle de Napoléon, parce que évidemment il y a son rapport passionnel avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Oui, parce que c'est un élément majeur et moteur de sa vie. Il faut se rappeler que Napoléon, c'est un jeune général, mais très jeune, il a 24 ans lorsqu'il devient général à Toulon de manière provisoire et que ça va être confirmé, et que grâce à Joséphine, il entre dans les cercles du pouvoir, c'est elle qui l'initie dans tous les sens du terme et dans tous les aspects de sa vie, mais surtout qui lui permet d'accéder aux éléments les plus importants et qui, jusqu'en 1809, au moment de leur séparation, sera celle qui à la fois sera sa bonne étoile, mais lui permettra aussi d'équilibrer un peu son ambition dévorante. Après, ça va être le Napoléon que certains critiquent peut-être à juste titre avec l'Espagne et avec bien évidemment la Russie, mais avec Joséphine, il y avait une forme, on va dire, d'entente et de passion commune, mais aussi d'intérêt commun. C'était des grands ambitieux l'un et l'autre. Et puis il faut se rappeler qu'on était juste après la Révolution. Joséphine avait été enfermée dans les prisons avant la chute de Robespierre, et Napoléon a failli être guillotiné parce qu'il était proche de la famille Robespierre, pas de Maximilien, mais de son frère Augustin. Donc les deux avaient failli perdre la vie, ils n'avaient plus rien à perdre, et d'une certaine manière, ils se sont bien trouvés. Et ça montre le caractère, dans ce film, ça montre le caractère qu'il faut retenir de Napoléon. C'était un personnage hors du commun. Et un grand homme qui ne s'est pas fait sans une grande femme, quoi. En quelque sorte aussi, David Chantrane. Merci. D'un mot encore, François Cros, parce que dans cette enquête de l'IFOP qui est très intéressante, vous demandez quelles sont les personnalités politiques actuelles qui ressemblent le plus à Napoléon. Alors, quelles sont-elles ? C'est Nicolas Sarkozy qui arrive avec seulement 25% des personnes qui trouvent que, attention, c'est pas sa personne, c'est ses idées. Oui, ses idées, c'est vrai. Comportement politique, on va dire, qui apparaît proche des idées de Napoléon Ier. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait bénéficié de la une d'un grand magazine où il était en Napoléon, mais il est globalement, ex aequo. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est ex aequo avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, je donne les résultats, François Cros, Nicolas Sarkozy 25%, Marine Le Pen 25%, ensuite Emmanuel Macron 21%, Éric Zemmour qui surfe beaucoup autour de ses idées, qui arrive juste derrière à 19%, ensuite Édouard Philippe 18%, Nicolas Dupont-Aignan 18%, Gabriel Attal 17%, Jean-Luc Mélenchon 12%, Manuel Valls 11% et Arnaud Montebourg 8%. Merci François Cros, David Chantrane, donc sur Napoléon, ce film événement à l'affiche cette semaine. 7h56, dans un instant le journal, ensuite Céline Pina et Guillaume Bigot. Et Sandrine Rousseau, invitée politique de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30.